3 ans qu'on pense en mettre une, mais il n'y a pas de femme qui a pensé à venir en avant. C'est ça. Puis nous autres, on ne pousse pas. Quand c'est le temps, ben, ça marche. Bon, alors tu poses tes questions. Je ne vais pas répondre à la mienne avant. Ouais, pose-la. Comment se fait-il que lors des apparitions, c'est toujours une femme, toujours Marie? Il n'y a pas d'homme. Bon, premièrement, c'est faux. Bon. Alors, pourquoi il y a souvent des femmes? Parmi les femmes, souvent Marie. Il faut comprendre que l'homme a constaté depuis le début que, depuis le régime patriarcal, que l'homme, le mâle, avait la puissance. Rares ont été les hommes battus par les femmes, mais fréquents ont été les femmes battues par les hommes dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Dans ce régime patriarcal, l'homme étant le maître, le roi, il peut y avoir des reines, mais la reine n'avait pas de royauté réelle sur le royaume, c'était le roi. La reine avait ce que le roi lui permettait. Et on respectait la reine parce qu'elle était la femme du roi. Alors donc, le patriarcat a été majeur à l'échelle de notre planète, ce qui a induit au niveau archétypal, au niveau égoïque, dans l'humanité, l'idée que le mâle, que l'homme, était d'une puissance extrêmement supérieure à la femme, de par son contexte biologique, physique, musculaire, et automatiquement, lorsqu'on a voulu personnifier la mécanicité des énergies, personnifier Dieu, Dieu ne pouvait être autrement que d'être un homme. Par contre, l'humanité a, évidemment, en même temps constaté que les enfants naissaient non pas de l'homme, mais de la mère, d'une femme. Alors, automatiquement, ce que les dieux ne donnaient pas à l'homme, faisant référence toujours à ce que l'homme vivait, parce que le mâle était celui qui protégeait la famille, celui qui contrôlait les choses de la famille, mais ce n'était pas celui qui donnait beaucoup d'affection aux enfants. La mère, par contre, elle, ne pouvait pas contrôler grand-chose, mais suppléait au manque d'affection. Alors, lorsque les hommes n'avaient pas de résultat par rapport au contact qu'ils voulaient avoir avec Dieu, ils s'essayaient maintenant parce que l'humain a toujours expliqué les choses qu'il ne connaissait pas à partir de ce qu'il connaissait, donc de sa mémoire. S'il y avait un Dieu le Père, il devait automatiquement y avoir une mère. Comme dans les familles, l'homme est celui qui est le maître suprême, la déesse, disons, la femme, la mère, ne pouvait pas être du même niveau que Dieu, l'homme, le Père. Alors, on a donc lentement créé ce phénomène archétypal de la mère qui a donné naissance à l'homme. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a toujours eu des vierges qui ont donné naissance à des hommes, malgré qu'on parle de naissance miraculeuse, entre vous et moi. Si on parle de naissance miraculeuse, on aurait pu aussi avoir assisté à la naissance d'un enfant par l'intermédiaire d'un homme, tant qu'à être miraculeux. Bon. Disons que les Romains se sont efforcés. C'est une louve qui a nourri Romulus et Romulus pour créer Rome. C'est déjà intéressant, c'est un animal. C'est un peu plus de l'animal même qui devait les engendrer. Bon. Alors, la femme, elle est donc restée, archétypalement parlant, la mère nourricière de l'homme, de l'humanité. Et c'est toujours par elle que les fils doivent venir. Et c'est toujours par elle que l'on doit, par la mère, que l'on doit s'adresser si on veut que celle-ci puisse, auprès du Père, aller, disons, porter nos demandes pour avoir ses faveurs. Or, les enfants ont toujours demandé à la mère pour que la mère aille voir le Père, pour que le Père leur donne un certesse ou deux. Bon. Alors, continuellement, au niveau archétypal, la mère a toujours été le phénomène, disons, le symbole, le concept archétypal de la naissance, de la nature, de ce qui donne la vie, de ce qui entretient la vie, et évidemment de ce qui aime, ce qui est créé. C'est pourquoi on parle de la mère nature, c'est pourquoi on parle de la mère la terre, et c'est pourquoi on parlait du soleil, donc du Père, le soleil. On va parler lentement de la Lune, mais on parle surtout du Soleil et on parle évidemment de la Terre. Les phénomènes d'apparition mariale sont des phénomènes qui sont typiquement reliés à l'idée archétypale que Marie a été celle qui a donné naissance à Jésus, donc au Nazaréen. Mais surtout par le fait que la femme reste toujours le symbole archétypal dans la conscience de l'homme, et la femme va donc apparaître dans différentes peuplades qui ne sont même pas catholiques. On a la Vierge noire, on a la Vierge blanche, on a la Vierge hindoue, on a différentes autres phénoménologies, disons, féminines, qui vont tenter de manipuler l'humain, donc d'apparaître.
par le simple fait que l'énergie qui tend à être imprimée dans l'échelle morontielle par le biais des ectoplasmes, par exemple, de l'énergie qui tend à être exprimée, ce qu'on appelle l'apparition, va être colorée et assujettie par l'archétype qui manipule la conscience collective de l'endroit où elle va être exprimée. Dans la région, par exemple, on va parler, donc, la dernière conférence de janvier, des mystères, des secrets de Fatima. Dans le phénomène de Fatima, au Portugal, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est pas compliqué, c'est que la région là-bas était archétypalement reliée au phénomène de la chrétienté. Donc, évidemment, l'énergie qui devait apparaître pouvait être le Christ. Mais le Christ étant un être humain qui, vers la fin, a dit qu'il était le « je suis », le père ne se présente pas devant ses enfants, mais la mère vient les avertir des dangers. Pas le bonhomme, la bonne femme, oui. Alors, automatiquement, lorsque l'apparition astrale est arrivée, les humains, l'archétype filtrant du territoire tellurique, donc du Portugal, en l'occurrence de Fatima, était suffisamment puissant pour pouvoir donner une forme, une coloration endoformique, pour faire en sorte que la personnalité, disons, qui tentait d'apparaître, apparaisse sous la forme d'une femme. Et évidemment, cette femme a été reconnue immédiatement par l'archétype de la région comme étant Marie, ça va de soi, pour la simple raison que lorsqu'on est chrétien et qu'on voit une femme apparaître, ça ne peut faire autrement qu'être Marie. Bon. Alors, on a pensé que c'était Marie, alors évidemment, la forme a dit « je suis Marie ». La deuxième fois, lorsqu'il est apparu, elle avait même le cœur à l'extérieur de la poitrine. Parce que de temps en temps, il y a des erreurs qui peuvent être commises au niveau des mélanges archétypaux lors des apparitions, ce qui va engendrer un phénomène assez intéressant. Elle aurait pu si bien voir les intestins, mais une chance pour elle, ce fut le cœur. Cela a donné, évidemment, la possibilité, au contexte spirituel de l'époque, de supporter, disons, un phénomène hautement spirituel sur l'apparition mariale. Alors, pourquoi on a des femmes? Pour la simple raison que l'entité astrale grégorienne reliée à une région particulière, lorsqu'elle tend à s'exprimer dans le but de dynamiser la foi dans le cœur des humains, pour que ceux-ci recommencent à prier parce que la foi s'en va, de façon à continuer à nourrir les grégores du ciel. Donc, on crée une apparition pour que l'humain puisse être tété un peu plus au niveau énergétique. Lorsque l'apparition tend à venir, elle est archétypée par le filtre local de la région où elle va apparaître, ce qui fait que dans la majorité des cas, la religion, enfin la théologie, qu'elle soit tribale, ancestrale ou encore théologique, la religion enseignait, induisait, instruisait l'ego des humains collectifs que la mère était toujours plus facile à parler que le père et que la mère devait donc par la suite rencontrer le père. Alors si on venait pour avertir les humains, c'était tout à fait normal que ce fût la mère qui le fasse, donc automatiquement une femme. Maintenant, il y a eu certains cas où ce sont des hommes qui sont apparus. Premièrement, on a l'apparition d'un bonhomme sur la terre d'Amérique il y a de cela quelques 1900 quelques années, et ce personnage va être rapproché aux Nazaréens. Effectivement, le Nazaréen est venu faire un tour ici en Amérique pendant les 3 jours, disons, de sa disparition avant la Pâque, pendant le temps de la Pâque. On a eu des apparitions au niveau des Amérindiens ici en Amérique. On a eu beaucoup d'apparitions, mais beaucoup plus fréquemment que les apparitions mariales, de femmes, mais on a eu énormément d'apparitions masculines, de grands chefs, de sorciers, de choses comme ça. Alors, il faut faire attention, c'est qu'on aura une apparition qui sera féminine si l'archétype de la région, au niveau théologique, au niveau psychologique, au niveau astral collectif, est un archétype qui, normalement, induit le fait que c'est la mère qui doit être contactée ou qui doit avertir ses enfants. C'est pourquoi on a souvent des femmes qui apparaissent, comme dans le cas de l'apparition de Fatima. Pourquoi le premier Christ a été un homme? Pourquoi il a choisi un corps d'homme et non pas un corps de femme? Parce qu'il est intelligent. Le Christ est-il une femme pour cette réincarnation? Non plus, il est toujours aussi intelligent. Je vais expliquer un peu parce que certains égos qui vont... Si le Christ aurait été une femme à l'époque du Christ, ben vous n'auriez jamais entendu parler. Miracle ou pas, on l'aurait carrément tué. Ça aurait fini là. La femme n'avait pas d'âme, la femme n'avait rien, il ne se passait rien là-dedans. Alors ça aurait été carrément ridicule. Aujourd'hui, encore une fois, pourquoi ce n'est pas une femme? Pour la simple raison que si ça serait une femme, ça nourrirait tellement les égos des femmes de la planète Terre que ça finirait simplement que si une femme, le Christ reviendrait dans le corps d'une femme, sans doute que 99,999% des femmes seraient carrément déchues, tellement orgueilleuses qu'elles seraient de voir enfin leur monde prendre le dessus. Ces femmes-là perdraient carrément la tête et la carte. Donc, c'est évident qu'au niveau de l'humilité, vu que le mâle est habitué que ce soit des hommes, fait qu'à un moment donné, un homme de plus et un homme de moins, ça ne le dérangera pas
Tandis que la femme, si c'est un homme qui revient, elle devra s'asseoir sur son orgueil pour pouvoir comprendre l'intelligence des choses. Si une femme reviendrait, si le Christ reviendrait dans un corps de femme, je répète que les femmes de la planète seraient tellement contentes qu'elles ne pourraient plus évoluer. Elles se projetteraient carrément dans la personnalité christique féminine, puis elles ne pourraient plus vivre la vie du tout. Tandis que si c'est un homme, les femmes vont s'organiser pour vivre la vie, donc elles vont évoluer. Et comme les hommes sont tellement habitués à avoir des hommes, que si c'est un homme qui vient, ils ne croiront pas plus, automatiquement, ils vont rester individuels aussi. Donc, dans l'Antiquité, c'est intelligent que ce fût une femme, un homme, pardon, et aujourd'hui, ça reste aussi intelligent que ce soit encore un homme, pas parce que l'homme est supérieur à la femme, simplement pour des contextes d'évolution égoïque qui sont tout à fait intelligents. Donne-moi la différence entre la Vierge Marie et Notre-Dame. Bon, une question intéressante. Encore une fois, on va surtout en parler lors de la conférence sur Fatima. Notre-Dame est un phénomène qui est conceptuel et qui refuse l'idée de Marie. C'est-à-dire que Notre-Dame, au niveau, disons, égrégorien, n'est pas la Vierge Marie. Notre-Dame est plutôt la mère non corporelle du Christ, au niveau conceptuel. Je ne vous dis pas que c'est une chose qui est existentielle. C'est expérientiel. Alors donc, Notre-Dame va être non pas la Sainte Vierge, mais va être énergétiquement la femme qui va engendrer dans le sein de Marie le Nazaréen. Et Marie sera donc la femme qui recevra cette chose, le Nazaréen, et automatiquement, on a des personnes qui vont béatifier la mère du Nazaréen, la mère physique, et d'autres vont béatifier la mère ésotérique, comme en l'occurrence c'est les Templiers qui vont adorer Notre-Dame, mais ce ne sera pas la Vierge Marie. Évidemment, à un moment donné, on va faire un mélange entre les deux. On va dire que Notre-Dame porte le nom de Marie quand même, que Marie, c'est aussi Notre-Dame, etc., etc. Je vous salue Marie, on parle de la mère physique. On ne dit pas je vous salue Notre-Dame, etc. Alors donc, Notre-Dame est le concept ésotérique de ce qui aurait engendré le Nazaréen dans les terres, tandis que Marie est le concept biologique qui a engendré le Nazaréen dans la matière. Quel rôle joue une femme qui n'a pas reçu le contact, mais l'homme avec qui elle vit l'a reçu? Est-ce que ça fait des enfants forts? Est-ce que Marie n'aurait été bonne que pour apparaître aux humains, et c'est le prix qu'elle a payé? Bon, Marie n'apparaît pas aux humains. Ce qui apparaît aux humains, c'est la mémoire qui est typée d'un phénomène manipulatoire de l'astral et qu'ils prennent un véhicule qui va plaire aux humains ou un autre véhicule. Ça ne dérange absolument rien le phénomène, disons, évolutif de ce qu'a été Marie. Bon, Marie, donc, n'a pas comme rôle d'apparaître aux humains. Ce n'est pas comme telle Marie comme elle a vécu, qui apparaît aux humains. Là. Beaucoup d'autres chats à côté, ça. Bon. Est-ce que ça fait des enfants forts? Ça fait des enfants forts, ça dépend. Oui, ça le mange bien. Maintenant, ça fait des enfants qui génétiquement peuvent être drôlement plus à évoluer que les autres. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à cette époque, le Nazaréen ne peut pas engendrer qu'une femme de son genre, il n'en existait pas. Et d'ailleurs, il n'y avait pas non plus d'autres hommes. Il y a eu Jean, qui à un moment donné avait un potentiel de réception de l'énergie christique, quoique le corps du Nazaréen étant supérieur un peu à celui de Jean, automatiquement, c'est le Nazaréen qui a été choisi par l'énergie christique. Ce qui d'ailleurs a fait chier Jean. Et lorsqu'ils se sont rencontrés dans le Jourdain, c'est à coup de points qui se sont repus. Bon. Il y a eu beaucoup d'éclats d'eau. Dans la Bible, on parle du baptême, là. Les éclats d'eau étaient causés par d'autres choses. Il y a eu pas mal d'étincelles. Alors, oui, ça fait des enfants qui sont convenables. Peut-on dire que tout comme les altères pour l'haltérophile, l'astral pour l'homme, c'est une maudite bonne chose? Si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. L'homme a besoin de la résistance pour grandir. Sans résistance, il s'atrophie. Bon, disons que ce n'est pas le même phénomène. C'est pas tout à fait le même phénomène. Sans l'astral, l'homme pourrait grandir à l'exclusive condition que l'homme ait un mental. Donc, l'astral, ce n'est pas des haltères. L'astral, c'est des marches. L'haltérophile ne se sert pas d'haltère pour monter. Ça roule, il se casse la gueule. Alors, l'haltérophile se sert de poids pour souffrir, ce que vont faire les moines, ce que vont faire la majorité des personnes qui, hautement spirituelles, veulent justement se mortifier un peu. Tandis que l'astral, c'est des marches. Celui qui n'a pas de plan mental, s'il n'a pas d'âme, donc pas d'astral, ne peut pas arriver à quoi que ce soit. Il ne peut arriver à rien. Alors donc, l'astral apparaît parce que l'astral, c'est la première expression dans le domaine de l'homme des phénomènes expérientiels qui sont mémorisés au niveau du monde de la mort, et cela crée de l'astral. Lorsque l'homme a suffisamment d'astral, il finit par asseoir dessus un contexte mental. Lorsqu'il a un contexte mental suffisamment énergisé, il assoit dessus un contexte supramental. Et là, le phénomène astral devient inutile. Et là, évidemment,
disons, transmué en phénomène supramental ou en phénomène éthérique, c'est-à-dire en phénomène vital. L'esprit qui anima le corps de Marie a-t-il un autre rôle? Et quel est-il? Est-elle réincarnée? Bon, il y en a qui cherchent les raisons de vivre. Daniel. Alors, l'esprit qui anima le corps de Marie a-t-il un autre rôle et quel est-il? Il faut comprendre que c'est un peu le même phénomène. Marie n'a pas pu se réincarner pour la simple raison qu'elle fait présentement un travail hautement spirituel à l'échelle du monde de la mort, donc à l'échelle du ciel. Cela, elle va se réincarner à un moment donné, pas pour l'instant. Et son rôle est celui de conserver la crédibilité de tout ce qui a été constitué par le passage du Nazaréen sous la forme colorée spirituelle, la forme religieuse. Marie est un phénomène, et c'est Marie-Madeleine surtout qui est le phénomène hautement évolutif, qui travaille de toute façon de concert avec Lazare, avec le comte de Saint-Germain. Tandis que Marie, l'apparition elle-même, elle est confinée dans le monde théologique du ciel catholique romain, et elle a une fonction relativement intéressante, surtout au niveau de Rome, et surtout au niveau de Pierre, c'est-à-dire du pape. Mais ces fonctions, on ne peut pas en parler pour l'instant, ce n'est pas le temps. Ce sont des fonctions qui vont être, disons, sur lesquelles il y aura des transformations d'ici peu. Mais pour l'instant, Marie, son esprit n'a pas pénétré le monde de la mort comme les humains le connaissent normalement. Il a pénétré le monde de la mort, mais il a servi surtout à paramétrer une grande région du monde de la mort pour conserver dans son sein les âmes, donc les personnes, les âmes de ceux qui, par le contact avec la foi, disons, spirituelle du Nazaréen, de Marie et évidemment de Joseph, peuvent, lorsqu'ils meurent, se ramasser dans le monde de la mort. Ils sont automatiquement ramassés par le phénomène de Marie, donc par l'égrégore marial, qui est l'égrégore le plus, disons, constitutif des paramètres de la religion catholique romaine. Éliminons Marie, nous éliminons la religion. Parce que la religion catholique romaine est basée beaucoup plus sur le phénomène marial que sur le phénomène christique. On a beaucoup plus d'adoration pour Marie que pour le Christ. Évidemment, présentement, il y a beaucoup de sectes qui tentent de privilégier le Christ. Ils ont un petit teintement d'énergie christique, donc d'intelligence supramentale, et ce teintement, ils le colorent astralement pour privilégier le Christ, leur chum. Tandis que la chrétienté, la religion catholique, privilégie, elle est basée et supportée, elle est sous-tendue par toute la trame mariale, parce que sans cette trame mariale, d'ailleurs, le principe de base que l'on va enseigner en théologie à l'université, c'est que vous devez concevoir que Marie a pu concevoir miraculeusement l'enfant. S'il n'y a pas eu d'immaculée conception, on ne peut pas parler de la religion catholique. Et cela demandait de Marie une pureté absolument exemplaire. Joseph n'a presque pas d'importance là-dedans. Et Marie a plus d'importance que le Nazaréen dans la religion parce qu'elle est la source du Nazaréen. Étant la source du Nazaréen, elle reste la mère privilégiée, elle reste la source du catholicisme. D'ailleurs, c'est elle qui, avec Pierre, par la suite, après la disparition du Nazaréen, va coordonner convenablement la structuration de la religion catholique romaine avec l'aide de Pierre, malgré que Marie savait d'ores et déjà que Pierre n'était pas l'élu du Nazaréen, que c'était Lazare, étant donné que Pierre avait renié le Nazaréen, c'est-à-dire que l'ego de Pierre n'était pas suffisamment instruit pour vibrer convenablement. Ce n'est pas parce que Pierre a dit qu'il ne connaissait pas le Christ qu'il a été, disons, déchu du support de l'Église. C'est simplement parce que vibratoirement au niveau égoïque, il doutait. Ce n'est pas ses mots qui ont nui. Parce que Lazare, si on lui a posé la question, lui avec, il a dit qu'il ne connaissait pas non plus. Sauf que Lazare savait ce qu'il faisait. Il restait en vie. Il ne pouvait faire d'autre chose. Alors donc, le mari est un phénomène extrêmement très utile et important pour la chrétienté. Et évidemment, Marie est en train de vivre une phase où elle va, à un moment donné, vivre une incarnation. Lorsque Marie s'incarnera, elle ne sera pas la Vierge Marie, mais on saura une chose, c'est que lorsque la religion catholique sera tombée, c'est que Marie sera incarnée. Un mensonge énergisant n'est-il pas plus vrai qu'une vérité absente d'énergie? À toi. On ne doit croire ni l'un ni l'autre. On croit le mensonge, c'est énergisant pour l'instant. Exactement comme il y a un paquet de concepts qu'on amène au niveau de la conscience nouvelle. Des concepts qui ne sont pas tout à fait, disons, assujettis, oui, à la réalité. Ce sont des concepts qui sont relativement colorés de la réalité. Sauf que la réalité ne vous dirait absolument rien. La réalité ne dirait absolument rien aux humains. Remarquez que vous en donnez pas mal plus que l'extérieur, mais n'empêche,
qu'à un moment donné, on doit amener un concept qui n'est pas tout à fait cela. C'est un mensonge, bah, c'est une coloration de la réalité. C'est le mensonge, une coloration de la vérité. La vérité, une coloration de la réalité. Alors, à un moment donné, la vérité, c'est pas encore assez coloré, alors on met un petit mensonge qui, effectivement, dynamise les masses, dynamise l'individu, et le pousse, à un moment donné, à pouvoir dire, mais telle affaire, c'était faux. Alors, si on vient me voir, puis on me dit, ouais, mais telle affaire, c'était faux, ben, je réponds, ben, effectivement, c'était faux. Pourquoi tu l'as dit? Ben, faut que tu t'en rendes compte. Bon, maintenant que tu le sais, dis-le pas aux autres. Laisse-le travailler. Alors, effectivement, on pourrait amener tout cru tout ce qui se passe, puis vous apprendrez rien, puis ça ne servira absolument à rien. Donc, un mensonge énergisant est plus intelligent qu'une vérité qui absorbe d'énergie. La condition de l'ego est de croire. L'information doit-elle être structurée mentalement de manière très élevée pour impressionner encore plus l'ego, ou bien cela n'est pas nécessaire? Le fait de se construire des formes mentales dans la conscience bâtit un mental plus puissant. Mais est-ce que cela assujettit réellement l'ego émotif? Quel est le mécanisme qui fait que le contrôle chez l'homme passe de l'astral au mental? Bon, la fonction de l'ego est de croire. Est-ce que l'information doit être structurée mentalement? Elle doit être comprise mentalement, structurée mentalement, mais elle peut être donnée à l'ego, ajustée par l'ajusteur psychologique de l'intellect, de façon à ce que l'ego puisse absorber le choc de l'instruction mentale. Est-ce que l'instruction mentale coordonnée doit être donnée telle quelle à l'ego? Non. L'une des façons les plus aptes pour instruire l'ego, c'est de vivre. Une façon d'intelligencer les choses, donc d'intellectualiser un phénomène, tout en sachant mentalement qu'on intellectualise le phénomène pour plaire à l'ego, ça marche. Exactement comme si vous vous dites, une chose qui est certaine, c'est qu'à l'instant où vous allez comprendre l'importance, disons, utilitaire de l'instruction de l'ego, vous n'aurez pas de questions comme ça à poser. Est-ce que je dois structurer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Au niveau de certaines formes, ça doit être structuré. Mais nous, on peut s'en occuper, d'autres vont s'en occuper, puis à un moment donné, quand ce sera le temps, vous n'en aurez plus besoin pour vous. Peut-être que vous allez les structurer pour d'autres, pas pour vous. Moi, j'ai pas besoin de structurer ma forme, pour la simple raison qu'elle est ajustée. Si vous n'êtes pas encore capable de discerner ou d'instruire librement votre ego, alors nous, on va, comme le programme est contrôleur, alors il y a donc nous, les professeurs, vont s'arranger d'une façon structurée pour pouvoir instruire votre ego. Si on fait une conférence, c'est structuré d'une façon intelligente, c'est-à-dire que ce n'est pas structuré par le mental. Les conférences du vendredi ou les conférences spéciales ne sont pas structurées par le mental, donc je ne sais même pas de quoi je vais parler avant la conférence spéciale. Et les vendredis, je connais le thème, mais je n'ai aucune idée de quelle façon on va le traiter. Et de cette façon-là, c'est structuré par l'intelligence supramentale, donc ça éduque, ça instruit l'ego, sans qu'on ait nécessairement à passer par la structure mentale, ce qui fait que c'est mauditement mieux. Tant qu'on n'est pas, parce qu'à un moment donné, si on ne passe pas par la structure mentale, il faut passer par la structure énergétique, alors à un moment donné, trop d'énergie ferait qu'il y aurait des problèmes. C'est pourquoi au niveau du PMC, on structure mentalement les choses, de façon à ce que l'individu puisse avancer relativement facilement, agréablement et relativement rapidement, sans justement qu'il y ait trop de heurts par rapport à l'énergie. Parce que si on ferait des séminaires intensifs au niveau PMC régulièrement, au lieu de faire un PMC de 12 semaines, il y en a beaucoup parmi vous qui seraient extrêmement malades. Il y en a beaucoup parmi vous qui vivraient des dépressions énergétiques absolument effroyables. Alors, en le faisant comme on le fait là, ça paraît égoïquement un peu long, ça paraît égoïquement un peu vite, ça paraît n'importe quoi. C'est structuré mentalement parce que c'est efficace de cette façon-là. Par quoi est nourrie la religion mentale? Est-ce qu'il y a des instructeurs, des rituels? Y a-t-il une connotation astrale à l'égrégore mental? Bon, la religion mentale est une religion astralisée qui est placée, c'est une religion mentale qui est astralisée, donc un phénomène égrégorien mental qui est placé dans l'astral. Par quoi il est nourri? Il est simplement nourri par la conscience des individus qui vont regarder vers là. Autrement dit, le phénomène de la religion mentale va être paramétré par un égrégore qui va porter un nom particulier, qui aura une forme particulière, et chaque fois que l'on va prononcer le nom de cet égrégore, automatiquement on va le nourrir. L'égrégore va porter un nom relativement intéressant que vous connaissez déjà, Homme Nouveau. Depuis l'origine des peuples, plusieurs langues, dialectes sont parlés à travers le monde. Il doit y avoir de l'intelligence derrière cela, mais je ne vois pas l'utilité. Parfait. On va vous laisser la chercher. Pour quelle raison des Atlantes se réincarnent actuellement au Pérou?
ce qu'il faut comprendre, c'est que les Atlantes, ça se réincarne un peu partout où on en veut. Sauf que dans certaines régions du Sud, on a un retour génétique. Donc, ce n'est pas une réincarnation atlantéenne au niveau de l'âme nécessairement. C'est une réincarnation qui est typiquement Inca au niveau de l'âme. Sauf qu'au niveau génétique, on a la réapparition d'un phénomène atlantéen pour la simple raison que le corps physique de ces peuplades doit évidemment être instruit premièrement par la génétique de façon à pouvoir supporter une dose un peu plus élevée de conscience. Donc, la race Inca maintenant est en train de se mélanger à la race atlantéenne. De quelle façon? La biologie génétique qui est parce qu'il faut comprendre que la race atlantéenne s'est répartie un peu partout sur la planète et elle a dégénéré dans la race Maya, Aztèque, Toltèque et Inca au niveau de nos Amériques. Et présentement, le mélange de la race, disons, déchue Inca à la race atlantéenne plus élevée va permettre la naissance, dans quelques centaines d'années, sur ces territoires, d'un phénomène biologique génétique d'une race, disons, un peu plutôt nouvelle. J'ai déjà dit que elle sera nouvelle, mais ne sera pas plus brillante que la nôtre. Voyez-vous, nous faisons partie de la 5e sous-race de la race mère blanche. La 6e race mère, la race bleue, une race neurologique, évidemment, on n'aura pas la face bleue, elle est en train de naître, c'est-à-dire qu'à un moment donné, par certaines technicalités, PMC entre autres, par certains contacts avec l'intelligence supramentale, les corps physiques sont mutés. Donc, un être humain qui aurait 82 ans peut, à un moment donné, de la 5e sous-race passer à la première sous-race de la race mère bleue. La 6e et la 7e sous-race de la race blanche va naître. Il y a une grosse partie de celle-là, la 6e va naître, surtout en Angleterre et dans les contextes européens. Et la 7e sous-race naît en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud. Le mélange, donc, de la race atlantéenne avec la race Inca, entre autres la race Inca, portugaise et espagnole. Présentement, le code génétique, on a vu dans PMC4, entre autres, alors ceux qui n'y sont pas, vous allez apprendre relativement prochainement de quelle façon fonctionne la génétique, parce que c'est important que vous appreniez au moins les prémices de la génétique pour qu'à un moment donné, quand ça va avoir besoin de s'éclairer dans votre tête de quelle façon vous mutez, alors il y a plusieurs choses au niveau du PMC qu'on vous enseigne et ça n'a pas l'air à servir. On vous donne des bases. Parce qu'à un moment donné, il y aura juste suffisamment d'intelligence pour vous expliquer de quoi, mais il va juste manquer une base mémorielle, un cube de glace pour servir. Lorsque vous allez commencer à vivre un phénomène de mutation plus avancé, il faudra que vous compreniez comment ça marche. L'intelligence va vous l'expliquer. Elle va vous l'expliquer sur quelle base. Il va manquer un mot, 2 mots. Il va manquer un petit quelque chose pour que l'intelligence s'assoie là-dessus. Alors, à un moment donné, vous allez avoir vu le phénomène génétique au niveau PMC4, puis vous allez l'avoir oublié, puis soudainement, ça va revenir. Puis là, vous allez comprendre telle chose. Là, vous allez fouiller dans un livre et tout va s'éclairer. Pourquoi ça va être juste la base? Après ça, vous n'aurez plus besoin de cette mémoire-là parce que vous allez avoir le savoir de ce que c'est que la mutation. Alors, on instruit certaines petites bases comme ça qui vont servir à un moment donné. La génétique, elle fait quoi? Elle fait que après 1000 ans, par exemple, après 300 ans, un caractère récessif, donc un caractère qui jamais n'était apparent, parce que toi, tu l'as, un autre là, et puis un autre là. Et puis, ils vivent dans un pays ou sur un continent tout à fait séparé. Les mutations à travers les temps finissent par faire en sorte que ce petit gène se promène, il est récessif. Puis à un moment donné, toi, tu rencontres un bonhomme, vous faites un enfant. Le gène est récessif, un peu plus puissant. Et à travers le mélange, ça finit qu'à un moment donné, une mère rencontre un bonhomme, les deux ont le gène récessif, mais s'ils enfantent, ils ont de fortes chances d'avoir un enfant qui sera dominant par rapport, donc qui aura un gène qui sera dominant. Si le gène est dominant, l'enfant va naître de parents bruns, de parents aztèques, va naître blanc, avec des cheveux blonds, des yeux bleus, typique de la race aryenne qui a été la race atlantéenne qui est venue coloniser l'Inde. Donc, il sera typique de la race atlantéenne et génétiquement mélangé, évidemment, avec tous les vestiges de ce que l'Atlante a donné jusqu'à la 5e sous-race de la 5e race mère blanche. Alors, pourquoi les Atlantes se réincarnent? Ils ne se réincarnent pas aniquement. Il y a une reprocréation de ce phénomène génétique matériellement, de façon à ce que ces blancs Inca atlantéens puissent se mélanger à la race des fois présente en Amérique centrale et du Sud pour lentement donner un palier génétique un peu plus puissant pour pouvoir permettre à des phénomènes amiques atlantéens, Maya, Inca, Lémuriens, enfin des phénomènes qui sont reliés à leur territoire, pour leur donner la possibilité de pouvoir se réincarner dans un corps qui autrement n'avancerait pas. Parce que présentement, la race Inca, enfin toutes les races d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, sont des races qui n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas améliorativement, ils évoluent
disons, darwiniennement parlant, ils évoluent d'une façon adaptative, et encore là, à peine. Alors, ce ne sont pas des peuples qui évoluent. Pour leur permettre d'évoluer, ils doivent automatiquement se mélanger à la 5e sous-race, ou encore à des vestiges de la race atlantéenne, donc la première race, la race archéenne, ce qui se passe présentement au niveau mécanique, génétique. Ça ne donnera pas quelque chose d'extraordinaire. Ça va donner la 7e sous-race de la race blanche, et évidemment, cette 7e sous-race de la race blanche sera suffisamment, à un moment donné, solide pour pouvoir se mélanger la première, deuxième ou troisième sous-race de la race mère bleue. Celle qui est en train d'être. L'année 87 sera-t-elle propice qu'on connaît? Si oui, y a-t-il dans notre vocabulaire des mots pour le définir? Ouais. Alors, il y a le temps. Bon. Il y a le temps qui est une dimension. Il y a l'espace qui est une pluridimensionnalité, le haut, le profond, le large. Notre monde tridimensionnel est un monde qui a une hauteur, une épaisseur et une profondeur, 3 dimensions. En plus, il est régi par une 4e dimension, le temps. Au-delà de cette 4e dimension, on peut, du contexte planétaire, parler d'une 5e dimension qui sera très proche de la 3e dimension. L'homme nouveau va vivre dans une tridimensionnalité, tandis que l'homme transitif en fusion va vivre dans une 5e dimension. La 5e dimension est l'omniscience. La 5e dimension est un phénomène qui amène à l'homme nouveau, à l'homme finalement en fusion, une conscience instantanée qui englobe l'univers, une conscience qui a une présence partout. Et lorsque la fusion est terminée, l'être humain devient tridimensionnel, c'est-à-dire qu'il reste assujetti à une phénoménologie, disons, de hauteur, d'épaisseur et de profondeur, mais il n'est plus régi par le temps. Alors, il y a d'autres dimensions dans d'autres domaines galactiques, il n'y a pas de mots pour les définir, et il n'y a pas de mots pour les définir, et vous n'avez pas non plus un contexte neuronique pour pouvoir comprendre une définition plurivocabulaire de ces phénomènes. Dans le contexte de l'homme, il y a une 5e dimension qui est à peu près inexistentielle, disons, qui est de l'ordre du concept, comme le temps d'ailleurs et comme l'espace. Et l'homme nouveau vit de 3 dimensions, il n'est plus assujetti au temps. N'étant plus assujetti au temps, il faut comprendre que son expression reste tridimensionnelle, que sa conscience reste tridimensionnelle et non pas quadridimensionnelle, donc elle n'est pas archétypée par le temps. Sauf que disons, du point de vue cosmique, celui qui a une fusion vit dans une seule et unique dimension, la présence. Et elle n'est pas, parce qu'on pourrait dire que la première dimension, c'est la hauteur, mais la première dimension, ça peut être la profondeur, ça peut être l'épaisseur. L'homme nouveau vit cosmiquement que dans une dimension, la présence. Il est existentiel. Et lorsque l'homme nouveau devient autre chose, il finit par se sortir complètement du phénomène des dimensions. Si on veut juste s'amuser aussi, dans le monde des dimensions, dans les mondes parallèles, j'ai parlé des dimensions matérielles. Dans les dimensions matérielles, il y a le temps, il y a l'espace, et il y a à un moment donné quelque chose qui ressemble à l'omniscience. On peut aussi dire qu'il y a d'autres dimensions, la dimension, par exemple, de la mémoire non corporelle, le monde de la mort. Cette dimension, elle n'est pas matérielle, donc elle ne fait pas partie du haut, du bas et du profond. Elle ne fait pas partie non plus de la dimension du temps. Elle fait partie de la dimension de la mémoire. L'être humain vit aussi de cette dimension mémorielle parce qu'il est assujetti au monde de la mort. Mais ce n'est pas une dimension dans le sens où scientifiquement on entrevoit les dimensions, quoique c'est un monde parallèle. Et si on veut aller fouiller dans les dimensions ésotériques, dans les dimensions, disons, planétaires, il y a un maudit paquet d'autres dimensions qui font partie des plans. Le plan vital d'une dimension, le plan physique d'une dimension qui contient le haut, le bas et le profond, le plan astral d'une dimension qui contient d'autres dimensions, le plan mental d'une dimension qui contient d'autres dimensions, le plan supramental d'une dimension qui exclut le temps mais qui contient des dimensions reliées au plan du monde supramental et qui peut contenir les dimensions du profond, de l'épais et du haut. Et on peut encore donc en parler relativement longtemps, mais ça ne servirait pas foncièrement à quelque chose d'intéressant, d'intelligent. Pouvons-nous communiquer avec les êtres du centre de la Terre et est-ce nécessaire dans notre évolution? Ce n'est pas nécessaire pour l'instant, ça va être nécessaire à un moment donné parce que vous devrez les rencontrer pour leur dire qui vous êtes. Vous présenter et leur dire que maintenant, leur nouveau maître, c'est vous. Alors, c'est pas le temps. Pourquoi l'homme refuse-t-il de mourir physiquement
s'il est déjà mort par son absence continuelle face à lui-même? Pour la simple raison que l'homme, c'est un homme psychologique, c'est un homme qui est mémoriel. Alors, selon lui, vu qu'il est mémoriel, il n'est pas mort. La question ici, elle est posée par quelqu'un qui a appris effectivement le phénomène de la non-vie, de la mort, si on n'est pas présentement, consciemment, actuellement, instantanément présent là. Alors, lorsque l'être humain vit dans sa mémoire, il ne veut pas perdre le corps physique parce qu'il sait très bien, inconsciemment, que le corps physique est le support endocrinien qui lui permet de pouvoir expérimenter sa présence. Donc, expérimentant sa présence dans le corps physique, il sait très bien qu'il sait qu'il est là parce qu'il voit sa trace. Si le corps physique meurt, il ne pourra pas expérimenter sa présence dans le corps physique. Donc, il a une peur morbide de ne plus pouvoir être nourri. S'il n'est plus nourri, il va lentement mourir d'une deuxième mort. C'est d'ailleurs ce qui lui arrive. Alors, l'homme a peur de la mort physique parce qu'il est convaincu, et il a quelque peu raison, qu'il ne saura plus qu'il est là une fois le corps physique parti. Il reste là, dans des conditions différentes, dans des mondes parallèles différents, mais l'être humain a peur de la mort parce que, disons que l'ego, égrégorement parlant, l'être humain ne veut pas vivre d'une mécanicité qui ne lui permettrait plus de savoir qu'il est là. Il va perdre la conscience de l'être-té, parce qu'il va perdre la conscience de la mémoire, parce qu'effectivement, il va perdre la mémoire, parce qu'il va pénétrer le ciel. Comment expliquer le phénomène du charisme humain? Qu'est-ce que la synergie? Bon, le charisme humain est de l'énergie qui est dégagée par un être humain, de l'énergie qui peut être de type, c'est une énergie vitale, mais elle peut être astralisée comme elle peut être intelligencée. Alors, on a des humains qui ont un charisme qui est suffisamment, qui est de l'énergie vitale, mais qui est suffisamment astralisé, spiritualisé, comme certaines hautes autorités gouvernementales, comme toutes les autorités de toute façon planétaire. Lorsqu'un être humain regarde cette autorité, il lui donne de son énergie, ce qui crée l'autorité, donc ce qui crée le pouvoir. Et le charisme est, plus souvent qu'autrement, de l'énergie qui va être réfléchie par la personne qui a le charisme, et c'est l'énergie de ceux qui l'ont donné. Maintenant, il y a un charisme intéressant au niveau de personnalités qui ont suffisamment de vibrations mentales chez eux. Donc, ils vont augmenter leur potentiel d'énergie vitale, ce qui fait que lorsque cet individu pénètre quelque part, tout le monde l'aperçoit, même s'il ne la connaissait pas. C'est un rayonnement d'énergie vitale. Le Nazaréen avait un charisme qui, évidemment, guérissait les autres. Et le charisme, c'est simplement de l'énergie vitale qui va être émis, soit parce que astralisé par une trop grosse dose d'énergie astrale, en l'occurrence, par exemple, les papes, les gouvernants de nos pays, certaines personnalités publiques. Du moment qu'une personne, apparemment, devient une idole, ben, une personne du Québec chante, elle ne vaut rien. Elle va à Paris, elle fait un succès, elle va à l'Olympia, lorsqu'elle revient ici, ben, évidemment, elle est bonne. Elle a un charisme qu'elle n'avait pas avant. Ça lui a servi de voyager. Non. Ça lui a simplement servi au peuple québécois de dire, crime, si elle est reconnue là-bas, on doit donc la reconnaître. Quand elle arrive ici, on la reconnaît. Et là, évidemment, on reconnaît qu'elle avait effectivement du talent. Bon. C'est le phénomène du charisme. Le charisme supramental, le charisme christique, donc, est un charisme qui est manipulé, régi par l'intelligence supramentale, qui augmente la dose d'énergie vitale de l'individu, lui permettant donc de rayonner une énergie qui est nouvelle. Et cette énergie, n'étant pas malsaine, elle engendre une vibration de sécurité chez les humains, ce qui fait que automatiquement les humains vont se retourner vers ce personnage qui a un charisme vital. Se retournant vers ce personnage, vont l'aimer. L'aimant vont automatiquement créer le deuxième charisme, le charisme spirituel. C'est le charisme. Qu'est-ce que la synergie? La synergie, c'est un processus qui permet à une énergie de pouvoir grandir de par elle-même. Une synergie financière veut dire que tout l'argent que les êtres humains dépensent ailleurs, ils la dépensent maintenant à l'interne. C'est ce qui, à un moment donné, est en train d'être constitué au niveau du centre par la cellule communication qui s'est attaquée au phénomène du journal ou du bottin téléphonique. Bon. Alors, la synergie au niveau de l'humain, lorsqu'à un moment donné, vous n'avez plus besoin, lorsque l'être humain rentre en contact avec son esprit, il peut maintenant s'auto-énergiser lui-même, donc il devient une synergie. Une synergie, c'est un mécanisme énergétique qui, créé de l'extérieur, arrive à s'auto-engendrer. Qu'arrive-t-il lorsque l'on a une fatigue et qui nous oblige à faire des choses qui sont intelligentes, c'est-à-dire qui éliminent toute chose inutile dans la vie? Lorsqu'une personne a suffisamment d'évolution vibratoire mentale, il peut arriver que lorsqu'elle est suffisamment fatiguée, l'ego ne puisse pas têter au niveau du mental, donc l'ego s'effondre un peu sur lui-même, ce qui permet à l'intelligence de pouvoir fonctionner un peu plus, donc la personne fatiguée voit mieux. Il y a des conférenciers qui, lorsqu'ils sont fatigués, font des meilleures conférences. Alors, c'est ce phénomène qui se passe. Maintenant, il faut comprendre que lorsqu'on a une fatigue qui peut être endocrinale, une fatigue qui peut être
minérale, une fatigue qui peut être alimentaire, une fatigue qui peut être de d'autres sources. Il peut arriver que le mental perde, pardon, parce que l'énergie vitale est têtée un peu trop par l'ego, que le mental perde de sa vibration. Alors, normalement, un individu fatigué devient beaucoup plus manipulable et assujettissable au plan de l'astral, tandis que certains individus, et de temps en temps, d'autres individus, lorsqu'ils seront fatigués, auront un contact plus puissant avec l'intelligence supramentale. Si un jour, ça va sans doute arriver, nous organisons pour les PMC avancés ce phénomène de l'initiation par le feu, il faudra qu'ils s'épuisent. Et lorsqu'ils seront épuisés dans ce phénomène d'initiation, alors là, ils pourront travailler au niveau de l'esprit, plutôt qu'au niveau de leur mémoire, au niveau de leur mémoire vitale, au niveau de leur mémoire physique. Pour l'instant, disons que ce n'est pas recommandé de vous épuiser, mais effectivement, de temps en temps, lorsqu'une personne est fatiguée, le mental reste vibrant et le contact supramental se fait un peu mieux. Alors, on peut remarquer, par exemple, qu'il y a beaucoup de nos professeurs qui, lorsqu'ils seront fatigués, seront plus en état d'être énergisés, ce qui, de temps en temps, fera en sorte qu'ils seront moins ajustés à la haute classe, mais effectivement seront plus énergisés, parce qu'ils sont un peu plus fatigués. Tout le monde a un double éthérique parce que tout part du double avant de se faire colorer par l'astral, n'est-ce pas? Si on veut. Tu as parlé vendredi que l'on devait davantage s'impliquer dans la matière, mieux la connaître et je dirais même instruire la matière. Peux-tu préciser? Bon, j'en ai parlé un peu tout à l'heure lorsque je vous disais que les cubes de glace, à un moment donné, il faut pas attendre qu'ils fondent, il faut qu'on instruise des choses dans la matière. Le PMC est déjà une instruction dans la matière parce que vous faites bouger votre corps physique, vous faites bouger des choses. Instruire dans la matière, ça veut aussi dire que lorsqu'on a une idée intelligente, il faut qu'on l'applique. Si on pense qu'on ne peut pas, il faut rencontrer des gens pour l'appliquer. Si on pense qu'on n'en connaît pas, il faut se démerder pour en connaître. Si on pense qu'on a le goût d'écrire, il faut écrire. Si on pense qu'on a le goût de jeter ce qu'on a écrit, on le jette. Si par après, il faut recommencer parce qu'on s'est rendu compte que c'était l'astral qui voulait qu'on le jette, mais que fondamentalement, il faut l'écrire, on le réécrit. Et puis on peut s'amuser comme ça longtemps. Mais instruire dans la matière, ça veut dire qu'à un moment donné, vous ne vibrerez plus avec ce que vous êtes, ou avec ce que vous étiez, ou avec ce que vous faites. Maintenant, on ne vibre plus avec ce que l'on fait, cela veut dire qu'il est temps de changer. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne tout puis qu'on attend que? Non. Ça veut dire qu'il est temps de commencer à penser à bâtir de quoi qui pourra nous recevoir lorsqu'effectivement on pourra changer. Et quand pouvons-nous changer? Lorsqu'on a quelque chose pour nous recevoir. Donc, le phénomène de l'incrustation dans la matière, on l'a vu surtout au niveau PMC+, on va le revoir d'une façon densément matérielle au niveau du prochain PMC+. Ce sont des choses qui vont de plus en plus à être reliées à ce que vous faites. On aura prochainement un séminaire sur l'alimentation. Il y a des individus qui présentement ne doivent plus manger ce qu'ils mangent. Ils ne savent pas où s'en aller et ils ne veulent pas faire, disons, du végétarisme, par exemple, un concept spirituel d'évolution. Certains doivent encore manger de la viande, mais doivent changer de forme d'alimentation. Alors, d'ici peu, de toute façon, on aura un séminaire donné par une personne du PMC qui est un spécialiste d'alimentation intelligente, ça va de soi, et qui a d'ailleurs un contact avec un ajusteur de pensée suffisamment bien expérimenté, et on aura un séminaire qui sera offert au public. C'est un moyen comme un autre de mettre dans la matière, pas de faire le séminaire. Je parle de changer d'alimentation, ça peut être de changer de vestimentation, ça peut être il y a tellement de choses. On va donner de temps en temps certaines choses, mais c'est à vous de trouver ce qui doit être fait pour vous pour changer les choses dans la matière. Lorsque vous aurez des problèmes, ce sera le temps de venir voir les professeurs, de venir poser des questions en conférence, des questions claires et précises. Puis là, on répondra clair et précis. Est-ce que le mental peut vivre un certain ennui de son esprit? Ouais, bonne question. Effectivement, le mental, qui est un phénomène mémoriel, peut vivre un ennui du manque de contact avec son esprit parce qu'à un moment donné, le corps physique a été drainé, soit au niveau du système endocrinien, donc au niveau hormonal, soit qu'il a été drainé pour différentes raisons biologiques, entre autres. Le mental est déconnecté de l'esprit, mais le mental reste lucide, sauf que tant que ce phénomène n'est pas fini, le mental ne peut pas regrimper en énergie comme il le faisait avant. Donc, effectivement, le mental peut vivre de cette souffrance mentale qui est de l'ennui du contact avec l'esprit. Le mental va comprendre le phénomène, mais de temps en temps, le mental va vibrer d'une énergie bizarre qui va induire l'ego. Et lorsque l'ego sera induit de cette énergie bizarre, l'ego fera une crise. L'ego se déciboirera et l'ego entraînera le mental dans sa chute avec lui. Ça va revenir. À un moment donné, le mental reprend le dessus. Seulement, le mental vit quelque chose qui ne le fait pas souffrir, mais qui induit encore un état d'alerte au niveau de l'ego, qui se dit merde, qu'est-ce qui se passe?
puis automatiquement, ça crée une synergie égoïque qui fait encore une fois qu'on s'écrase encore une fois. Alors, on va aller tester d'énergie chez quelqu'un, ça va remonter un peu, et puis après ça, on va continuer jusqu'à un moment donné où on retrouve les mêmes symptômes, puis on s'écrase encore. Entre-temps, le phénomène biologique, une maladie peut faire ça, disons, l'enfantement peut faire ça, il y a différentes choses physiques qui peuvent faire ça, puis à un moment donné, les choses se placent, et puis là, en fin de compte, ça finit par arriver. Pourquoi deux personnes qui ont un lien, une attirance énergétique, ne peuvent plus communiquer aisément sur le plan égoïque? Est-ce que parce qu'elles se ressemblent trop? Bon, la question n'est pas bien posée. Alors, pourquoi deux personnes qui ont une attirance énergétique ne peuvent pas communiquer aisément sur le plan égoïque? Est-ce parce qu'elles se ressemblent trop? Premièrement, sachez une chose, vous ne vous ressemblez jamais trop. Bon. Alors, est-ce qu'elles se ressemblent trop? Plus souvent qu'autrement. Deux individus qui se ressemblent, la vie est belle. À un moment donné, deux individus, un couple va dire, on peut pas rien faire parce qu'on se ressemble pas assez. Non, ils se ressemblent suffisamment pour être ensemble. Ou on va dire, ouais, bon, on est trop pareil, ça en devient plate. Non. Ça, c'est toujours une manipulation de l'inverse de l'ego. Ce que vous dites, normalement, c'est l'inverse. Deux individus qui se ressemblent trop vont pouvoir parler de façon émotive, au niveau égoïque, avoir des relations égoïques. Sauf que si chacun est dans une phase de transition où, chez lui, le phénomène égoïque lui pue au nez au niveau mental, au niveau conceptuel, spirituel, lorsque l'autre voudra parler, lui, va sentir la même vibration, donc va la refuser. Lorsque lui va vouloir parler, il va déjà se détester lui-même en parlant. Il va évidemment penser que c'est la cause de l'autre, donc c'est la relation qui est mauvaise. Ce qui fait que si la personne a de la difficulté au niveau du couple, dans une relation, disons, égoïque, pour pouvoir se relier, elle n'a qu'à se regarder dans le miroir, à dire à l'autre qu'elle voit dans le miroir ce qu'elle aimerait dire à l'autre, puis elle va trouver ça aussi laid. Ce qui va lui prouver qu'effectivement, ce n'est pas la relation avec l'autre, ce n'est pas parce qu'il se ressemble trop, c'est simplement parce qu'elle ne vit pas convenablement sa relation égoïque avec l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre l'augmente en vibration, elle peut le vivre avec un voisin ou avec une autre personne, parce que l'autre personne n'augmente pas son taux vibratoire. Lorsqu'elles se rencontrent tous les deux, elles se placent à un taux vibratoire qui est normal au niveau de leur évolution, et automatiquement, elles ne peuvent plus communiquer au niveau de l'ego, parce qu'elles se détestent elles-mêmes dans ce phénomène de communication, ce qui automatiquement, par projection astrale, fait qu'elles pensent que c'est la relation qui n'est pas vivable. La relation est toujours vivable, il faut laisser les choses se faire à leur rythme. Donc, si on ne peut pas faire de communication égoïque à ce niveau, on peut prendre un petit verre de vin et on pourra... il y a un nouveau verre de vin qui vient de sortir à la Régie d'alcool. Vous pouvez vous acheter ça, ça peut vous aider, ça porte le nom de la différence. Alors, faut baisser un peu la vibration. Évidemment, c'est une farce. Faut baisser un peu la vibration de façon à ce que là, le contact, disons, égoïque se fasse, ou bien simplement, on doit travailler au niveau mental en comprenant ce qui se passe. Est-ce que pendant la conférence du mois, c'est écologique d'être connecté à l'astral supramental si on a cette capacité? Ça va de soi. L'astral supramental, c'est le premier pas que l'homme va faire. Alors, faut qu'on accepte d'y être connecté. C'est pas parce que ça s'appelle astral, supramental, qu'automatiquement, ça vaut rien. Sauf qu'on ne doit pas se prendre au sérieux. Celui qui, pendant une conférence du vendredi ou du mois, finit par se connecter assez qu'il sait à peu près ce que je vais dire, c'est merveilleux, c'est parfait. Celui qui se connecte à un astral supramental pour avoir une lucidité différente, c'est parfait. Prenez-vous pas au sérieux. Pensez pas que c'est fait. Quand vous pourrez traverser les murs? Vous pourrez commencer à penser que la fusion est faite. Okay. Durant la nuit, mon corps se refroidit au point de me réveiller. Pourquoi cette baisse d'énergie vitale? On s'en fout, achetez-vous une couverture électrique électronique qui a la faculté de détecter les points froids de votre corps et de réchauffer que ceux-là, sans réchauffer tout le corps au complet, et puis vous allez régler votre problème. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis constipée. À quoi est dû le phénomène de la constipation? Bon, la constipation est due à une panoplie de phénomènes. Vendredi prochain, on a une conférence sur les maladies de l'homme nouveau. Et il y a un maudit paquet d'entre vous qui filait tout croche. J'espère qu'au moins vous allez vous arranger pour pouvoir entendre ce qui va être dit. C'est un médecin du PMC qui va m'interviewer et qui a justement depuis quelques années vu ce phénomène de maladies nouvelles qui... Bon, alors on va donc pouvoir aller chercher des choses relativement intéressantes. Depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis constipé. Premièrement, ça peut n'avoir aucun lien. Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai eu un accident. Oui, t'aurais pu fumer, mais n'en avoir trois. Bon. Maintenant, ça peut avoir un lien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système digestif est un système qui doit capter de l'énergie. Il doit être nourri en énergie pour pouvoir, avoir suffisamment de potentiel de digestion. Mais il y a une chose,
c'est que l'angoisse, le stress peut soit amener la diarrhée, soit amener la constipation. Le fait qu'on cesse de fumer peut donc engendrer ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais il y a tellement de choses mécaniques que l'on doit faire parce qu'il faut comprendre une chose. C'est que la constipation nuit énormément à l'évolution. Parce qu'elle elle remplit le corps de toxines qui, à cause de leur onde de forme vibratoire, vont transformer, vont altérer la forme vibratoire vitale du corps physique, ce qui évidemment va nuire à toute la gestion vitale du système de mutation neuronique, donc empêcher l'évolution. De quelle façon on doit agir? Commencez par prendre des aliments qui vont vous permettre d'avoir des selles plus convenables, ou carrément prenez des médicaments qui vont vous purger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant de travailler sur l'évolution du système digestif, on doit plutôt travailler sur l'évolution de notre système mental, donc neuronique. Alors, lorsqu'il y a un phénomène de constipation, ben, on s'organise pour trouver des moyens pour aller au... Hier soir, après avoir lu quelques pages du livre Le mental des cellules, j'ai fermé ce livre en me disant « Je vais y réfléchir, y penser ». Je n'avais pas encore commencé que 2 mots m'ont frappé l'esprit. Méditation absurde. J'ai été saisie car j'ai vraiment réalisé que je ne l'avais pas pensé ces mots. Était-ce du mental ou une manipulation astrale? J'ai donc cessé immédiatement d'y penser, j'ai dormi. Bon, c'est intéressant. Premièrement, était-ce ceci ou était-ce cela? C'est vous qui allez apprendre à le goûter. C'était de l'intuition et ça ressemble évidemment au contact supramental. Sauf qu'une chose qui est très importante à comprendre, c'est que, étant donné qu'il y a de plus en plus d'individus qui auront des petits contacts partiels au début, au niveau supramental, alors l'astral peut facilement, maintenant qu'elle a expérimenté le phénomène, recopier la même chose puis en donner à d'autres, le faisant comprendre ou le faisant croire que c'est un contact supramental. Ça n'a aucune importance de savoir d'où ça vient. Sauf que si ce qui est amené a de l'allure, c'est parfait. Que ça vienne de l'astral supramental, du supramental dans l'astral, de l'énergie supramentale pure, mais on s'en fout. Qu'est-ce que l'humain doit rechercher? Pas le contact salvateur d'un esprit supramental. L'humain doit rechercher la compréhension et le discernement entre ce qui nuit et ce qui aide. Quand il y aura le discernement, il pourra aller n'importe où. Alors, lorsque l'on dit méditation absurde, ben ça va de soi. Alors, c'est parfait. Et après, elle arrête d'y penser puis elle dort. Ben c'est parfait. Que ça vienne de n'importe où, on s'en fout. Chose importante, méditation absurde. On parle des méditations psychologiques, des méditations spirituelles. C'est absurde, rendu à un point d'évolution. Ce n'est pas absurde à un autre point d'évolution. Et il y a d'autres formes de méditation qui portent le nom méditation, mais qui ne sont pas des méditations d'ordre spirituel, qui peuvent être mauditement intéressantes. On a une forme de yoga, entre autres, qui est absolument géniale. C'est une forme de méditation, mais elle porte le nom méditation, mais ce n'est pas une méditation. On a une forme de méditation zen, absolument géniale. Et ce n'est pas une méditation telle qu'on la conçoit. Il faut faire attention avec le mot méditation. Je suis relié à l'astral supramental. Symptôme, je m'instruis par déduction de choses que tu as dit. Ça fonctionne plus par la pensée que la parole. Je sais que c'est astral et je ne suis pas pressée. On m'a invité à parler devant un groupe du supramental. Je me suis donné la permission à condition que je n'ai pas hâte de le faire, donc non émotif. Et je vibre avec le fait que ce serait une opportunité d'instruire mon ego que je peux parler devant un groupe de ces choses ou autres. Mais là, je suis dans le doute d'être dans une illusion. Que peux-tu en dire? Bon, je peux en dire. C'est pas moi certainement qui va décider pour les autres. Hein, on n'en est pas rendu là. Bon. La personne, elle va faire ce qu'elle va faire. Puis elle va apprendre des choses. Ça va être bon. Pourquoi quelqu'un qui exprime de l'astral supramental ne peut-il répondre correctement si la question lui est posée? Exprimez-vous du supramental pur. Bon, la personne qui est reliée à l'astral supramental peut répondre convenablement si une question lui est posée. Mais elle ne pourra pas répondre à une question qui n'a pas été posée à une antenne supramentale par avant ou une question qui est similaire. Autrement dit, si on pose une question, par exemple, si on pose la question à quelqu'un qui a un contact astralisé au niveau du plan supramental, quelle que soit la question, il aura suffisamment de gueule pour vous répondre. Mais prenez cette personne et asseyez-la à côté d'une antenne supramentale et posez la question à l'un des deux. Celui qui a un contact astralisé laissera toujours à l'autre le soin de commencer. Et jamais il ne va commencer. Parce qu'en présence d'une antenne supramentale, jamais il ne va oser ouvrir la trappe. C'est quelque chose de neuf. Il ne peut pas. Il va le laisser à l'autre. Parce qu'il va se sentir dégonflé au fur et à mesure qu'il va parler s'il veut se débattre. Parce que là, il sent qu'il est cerné par quelque chose de supérieur à lui.
Maintenant, est-ce que moi j'exprime un contact supramental pur? C'est à vous de le déterminer, c'est pas à moi de vous le vanter. Est-ce que tu as des questions? S'impliquer dans la matière en faisant n'importe quoi. Ça veut dire aussi s'assumer. Évidemment. Ça veut juste dire s'assumer. Est-ce que tu es une femme qui peut maintenant commencer à poser des questions, puis à parler, puis à faire ceci, puis à faire cela? Ah ben oui, fais-le. Ah ouais, mais je n'ai pas besoin, je le sais. Tu ne l'es pas. Si tu peux le faire, ben évidemment, tu instruis ton ego que ça se fait. Donc, ton ego va être capable de supporter le poids de ta capacité mentale ou supramentale. Donc, automatiquement, tu t'assumes. Parce que sinon, ben, qu'est-ce que ça donne? Ça va de soi. Un autre veut écrire un livre. Ben, il écrit le livre. On a un gars du PMC qui a écrit un livre et qui va sortir prochainement dans la collection Homme Nouveau, aux éditions de Mortagne, et qui va faire fureur aussi. Ça faisait plusieurs années qu'il avait le feeling. Et maintenant, il est un écrivain. Il s'est assumé. Et puis, il va faire d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Il a même décidé, justement, c'est lui qui va organiser le séminaire d'alimentation. Il n'est pas venu nous dire ou me dire, moi, que c'est important que les gens mangent bien. Moi, je sais. Mais on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Alors, il dit, non, mais moi, je peux. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Pas de faire. Puis maintenant, ben, il le fait. Bon, ben, tant mieux. Alors, on fait des choses. Donc, il s'assume. Il devient ce qu'il est. S'assumer, ben, c'est mettre dans la matière les choses. Si mettre dans la matière les choses, c'est automatiquement s'assumer. Ça va de soi. Alors, je vous abandonne à votre sort, qu'il soit beau ou non. Vendredi prochain, s'il est mauvais, c'est les maladies de l'homme nouveau, donc les maladies des périodes transitives. Alors, bonne semaine.